Dans cet épisode, je vais essayer de t'expliquer le plus simplement possible qu'est-ce que sont les heuristiques de Jakob Nielsen et pourquoi c'est important de savoir ça lorsque tu es designer numérique. À la fin de cet épisode, je te donne les avantages et les limites de cette méthode et je te donne aussi mon avis personnel. Allez, go, c'est parti! Savoir, c'est bien, tout savoir, c'est mieux. Avec Design Plus, je te propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont te permettre de développer tes connaissances et d'apprendre. Bonne écoute! Avant de débuter, je voudrais te parler d'un produit que tu connais sûrement qui est FigJam, le tableau blanc pour les équipes lancé par Figma. FigJam a changé et aujourd'hui il intègre une AI, une intelligence artificielle. FigJam AI t'aide instantanément à visualiser tes idées, il te suggère les bonnes pratiques et automatise les tâches répétitives. Avec FigJam AI, tu peux générer des templates pour les réunions d'équipe hebdomadaires, les brainstorming et les rétrospectives, ou bien organiser tes projets avec des plannings visuels et des organigrammes, et tout ça depuis une simple invite. Dans FigJam AI, tu peux utiliser un prompt préprogrammé ou bien écrire le tien. FigJam AI t'aide aussi à gérer tes notes. Tu peux les trier rapidement par groupe afin de perdre moins de temps à tout organiser manuellement et donc à gagner du temps pour développer tes grandes idées. FigJam AI résume tes notes pour toi. Tu visualises clairement tes points clés et les étapes à venir en résumant les notes en un seul clic. Et tu peux même générer un lien rapide pour partager le résumé. Enfin, tu peux doubler FigJam avec la puissance de ChatGPT. Utilise Jambot pour réfléchir à tes idées, briser la glace ou même coder tes designs. FigJam AI est actuellement en version bêta et il est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs ayant un compte Figma professionnel, Figma organisation ou bien un forfait entreprise. Inscris-toi à FigJam dès aujourd'hui en utilisant le lien unique qui se trouve dans la description de cet épisode. Salut! Alors, je suis sûr que certains ont sauté sur leur chaise en voyant le mot « discount » dans le titre de cet épisode. Bien entendu, je vais t'expliquer et ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Alors, déjà pour commencer, on va poser les bases. Qui est Jakob Nielsen ? Alors au départ, Jakob Nielsen est un développeur informatique basé à Copenhague au Danemark. Au fur et à mesure des années, il est devenu un expert dans le domaine de l'ergonomie informatique et de l'utilisabilité des sites web. Plus tard, il obtiendra un doctorat en interaction homme-machine IHM. Il a travaillé pour et dans des grandes entreprises informatiques mondiales comme Sun System, IBM et d'autres. En 1993, il publie son premier livre qui marque sa carrière, Usability Engineering. C'est l'un des premiers textes déterminants pour les méthodes de recherche sur les utilisateurs et les meilleures pratiques. Ce livre a été repris et cité par plus de 15 000 articles scientifiques à travers le monde et encore aujourd'hui, il continue d'être une référence. Donc aujourd'hui, il est considéré comme l'inventeur de l'ingénierie de l'utilisabilité, Usability Engineering ou UE. Et en 1998, avec Don Norman, ils vont fonder le Nielsen Norman Group, qui est aujourd'hui reconnu comme l'un des leaders mondiaux de l'expérience utilisateur basée sur la recherche. Qu'est-ce que sont ces 10 heuristiques ? Très concrètement, ces 10 critères heuristiques de Jakob Nielsen ont pour but d'identifier les problèmes d'utilisabilité dans une interface homme-machine.
Pour Nielsen, l'utilisabilité possède de multiples composantes et elle est associée à 4 attributs: l'apprentissage, l'efficience, la gestion des erreurs et enfin la satisfaction. Ces 4 attributs donnent naissance à des heuristiques. Alors, comme beaucoup d'heuristiques ou d'approches ergonomiques, comme celle de Bastien et Scapin, il y a d'abord eu de longues études pour dénombrer 249 problèmes d'usage et aujourd'hui qui sont regroupés en 10 principes ou 10 règles d'utilisabilité des interfaces. D'après les propres mots de Jakob Nielsen, l'évaluation heuristique est une méthode discount ou discount usability. Car en fait, dans les années 90, les méthodes d'inspection sont décrites comme peu coûteuses, rapides et simples à mettre en œuvre. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Alors, ces principes ont été diffusés pour la première fois en avril 1994 par Jakob Nielsen. L'évaluation heuristique est l'une des méthodes d'inspection les plus connues et utilisées depuis presque 30 ans. Donc, à partir de ces principes généraux, des personnes compétentes peuvent rapidement évaluer l'ergonomie d'une interface utilisateur. C'est ce qu'on appelle une évaluation qualitative. Le but est donc d'évaluer la qualité d'une interface et d'en sortir une liste de problèmes à corriger. Alors, comme toute étude, il faut souligner que les 10 principes de Nielsen sont des repères, des inputs qu'on peut donner et non des directives, d'où le nom heuristique. Ça reste donc des axes d'amélioration possibles ou non, qui peuvent être menés immédiatement ou plus tard, selon le taux de gravité, selon les contextes. Alors, comment se déroule cette évaluation heuristique ? La bonne nouvelle, c'est que cette analyse s'effectue sans faire appel aux utilisateurs finaux. Mais la mauvaise nouvelle, ou alors la bonne nouvelle, c'est que l'audit ergonomique doit être mené par un ou des experts en conception d'interface pour détecter les problèmes d'utilisabilité. Donc, tout le monde ne peut pas réaliser cette analyse. Alors, depuis tout à l'heure, je prononce le mot utilisabilité et je n'ai pas du tout fait le point dessus. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors d'abord, c'est une notion qui renvoie à la qualité d'une IHM ou interaction homme-machine. Les attributs de l'utilisabilité s'appuient sur la norme ISO 9241. Et ces principes sont l'efficacité, l'efficience et la satisfaction. Donc, durant l'analyse de Jakob Nielsen, chaque évaluateur va opérer de manière individuelle et indépendante. Il doit passer en revue tous les éléments de l'interface, de l'application ou du site web. Ça peut être un menu, un bouton, une action. Et comme je le disais avant, l'objectif est de repérer les défauts pour améliorer la conception de l'interface. Alors, quels sont les 10 heuristiques de Nielsen ? Alors, ça fait quelques minutes que je t'ai planté le décor. Maintenant, voici la liste des 10 heuristiques d'utilisabilité de Jakob Nielsen. Numéro 1, visibilité de statut du système. Le système devrait maintenir l'utilisateur toujours informé sur sa localisation à travers des marquages appropriés dans un temps raisonnable. Dans ce principe, 2 choses sont plus importantes. Les utilisateurs doivent savoir où est-ce qu'ils sont et où est-ce qu'ils doivent aller. Exemple, une barre de progression lorsque tu regardes une vidéo. À chaque moment, tu as besoin de savoir où tu en es et combien de temps il te reste avant la fin.
Numéro 2, la correspondance entre le système et le monde réel. Le système doit parler la langue des utilisateurs de telle façon que les informations apparaissent dans un ordre naturel et logique en se conformant aux mots, expressions et conventions usuelles. Exemple, une interface destinée à des enfants doit donner des directives dans leur langage. Numéro 3, contrôle de l'utilisateur et liberté. Le système devrait être très obéissant aux actions de l'utilisateur et offrir des sorties de secours clairement marquées pour les opérations exécutées, mais non désirées, ainsi que des options de faire, défaire les opérations dans le dialogue. Il faut aussi permettre à l'utilisateur donc de personnaliser sa zone de travail, comme la couleur, la police de caractère, la largeur de l'écran, la version du navigateur, etc. Et par exemple, possibilité de redémarrer son ordinateur depuis l'interface. Numéro 4, consistance et étalon, entre parenthèses normalisation, ou alors on appelle ça aussi cohérence et normes. Il faut suivre donc les conventions de la plateforme et la façon la plus sûre de respecter ce principe. Les utilisateurs ne doivent pas se demander si les mots sont différents, les situations ou les actions veulent dire la même chose. Les titres et les en-têtes doivent être représentatifs du contenu. Par exemple, si dans une page d'un site de vente, on appelle ça un panier, dans une autre page, le mot n'est pas devenu un chariot, ni la représentation d'ailleurs. Numéro 5, prévention contre les erreurs. Le système devrait anticiper les erreurs que l'utilisateur peut commettre. Il doit offrir des bons messages d'erreur et des instructions compréhensibles pour les corriger et éviter que des problèmes ne surviennent. Par exemple, lors de la création d'un mot de passe, si l'utilisateur n'écrit que 2 caractères, l'interface doit lui signaler que ce n'est pas suffisant ou qu'il y a une erreur. Numéro 6, reconnaissance plutôt que de se rappeler, se souvenir. Le système devrait rendre les objets, les actions et les options visibles. L'utilisateur ne doit pas se rappeler des informations d'une partie du dialogue à l'autre. Les directives pour l'usage du système doivent être visibles ou facilement récupérables à chaque fois que c'est nécessaire pendant le dialogue. Par exemple, le bouton, une carte de navigation, les bonnes étiquettes et les liens descriptifs. C'est-à-dire que l'interface doit réduire la charge mentale des utilisateurs avec des instructions claires en montrant le parcours emprunté pour minimiser les efforts de mémorisation pendant l'utilisation. Un exemple très simple, le fil d'Ariane. Numéro 7, flexibilité et efficience d'utilisation. Le système devrait offrir des raccourcis pour les utilisateurs expérimentés. Mettre des accélérateurs permettant aux utilisateurs de faire ou de récupérer les actions les plus fréquemment utilisées. Autrement dit, l'interface est pratique et accessible pour tous les utilisateurs, quelle que soit sa maturité numérique. Exemple, pour gagner en productivité, on peut proposer des raccourcis clavier pour un utilisateur expert, mais les cacher pour un utilisateur novice. Un autre exemple, les signets. Numéro 8, design entre guillemets, esthétique et minimaliste. Je dis le mot design entre guillemets car l'on parle plus de design graphique. Alors, les dialogues devraient contenir seulement les informations pertinentes et principales qui devraient être bien visibles. Les informations non pertinentes ou rarement utilisées doivent être placées dans des niveaux plus bas ou les plus détaillés dans la hiérarchie de distribution du contenu. Chaque unité d'information supplémentaire dans un dialogue rivalise avec les unités pertinentes et diminue leur visibilité relative. En fait, cela veut dire que tout le contenu de l'interface doit avoir une raison d'être
sinon le système risque d'empêcher la réalisation de la tâche désirée. Par exemple, il n'est pas nécessaire d'ajouter des sons UI dans toute l'interface. Les sons doivent juste accompagner l'utilisateur dans une action importante. Allez, reste bien jusqu'à la fin, il reste 2 heuristiques. Numéro 9, fonction de l'aide, entre parenthèses, reconnaissance, diagnostic et récupération d'erreurs. Les messages d'erreur devraient être exprimés dans la langue courante, sans code, en indiquant précisément le problème de manière constructive, claire et compréhensible et de manière à offrir une solution aux problèmes ou comment les résoudre. Donc en fait, les messages d'erreur sont clairs, simples et constructifs. Exemple, si vous vous trouvez dans une interface dans la langue française, eh bien les erreurs doivent être claires et surtout exprimées en français. Ni en chinois et pas en hindi non plus. Numéro 10, aide et documentation. Le système devrait fournir des aides et de la documentation. Toutes les informations devraient être faciles à chercher et être concentrées sur la tâche. On sait très bien que les utilisateurs ne lisent jamais l'aide, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un souci qui les oblige à le faire. Alors on peut donner un exemple comme une FAQ, un assistant virtuel, des tutoriels. En fait, une aide doit être présente mais pas insistante. Alors, comment réaliser une évaluation heuristique ? Il est important que les experts doivent connaître le contexte, avoir été sensibilisés sur l'interface à analyser et bien sûr de connaître les enjeux de l'analyse. Il est aussi conseillé que ces experts doivent lire les résultats de la recherche utilisateur qui a été menée en amont afin d'accroître l'empathie des professionnels. Ces experts devront aussi connaître les attentes des utilisateurs. Alors, comme tu l'auras compris, pour réaliser une évaluation heuristique efficace, il est fortement recommandé d'être méthodique. Alors, premièrement, il faut choisir entre 3 à 5 évaluateurs compétents. Ça peut être des ergonomes, des designers, des experts en facteurs humains. En fait, c'est le bon équilibre pour détecter de nombreuses erreurs sans rendre l'inspection trop coûteuse. Ensuite, il faut déterminer clairement l'objectif pour sélectionner les heuristiques. Qu'est-ce qu'on teste comme type de site ? Y a-t-il des procédures spécifiques dans l'application ? Ensuite, il faut mettre en place un code de gravité. Alors ça peut être des numéros, des couleurs par exemple. Ainsi, chaque évaluateur pourra signaler si tel défaut lui paraît anodin ou très gênant. Il faut aussi demander à chaque professionnel d'évaluer l'interface de façon individuelle pour éviter que les autres s'influencent. Pour l'analyse des résultats, eh bien, il faut analyser les résultats de façon individuelle, puis ensuite confronter ces résultats en groupe pour donner son avis. Alors, dans certains livres ou articles, il est recommandé de programmer 2 inspections. Une première dite libre et l'autre à partir des heuristiques de Nielsen. Alors, c'est vrai que c'est intéressant que les évaluateurs peuvent s'exprimer sur des règles d'ergonomie qui ne figurent pas dans le modèle de Jacob Nielsen. Personnellement, j'ai toujours vu que tout le monde s'attachait fortement à être strict et donc de respecter les heuristiques de Nielsen, car l'analyse en fait peut être longue. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients des 10 heuristiques de Jacob Nielsen ? Alors, les avantages, il y en a quand même quelques-uns. Alors, c'est que ça ne requiert pas d'utilisateur cible, comme je le disais tout à l'heure.
La méthode, elle est assez facile à mettre en place. Elle peut être mise en place très tôt dans le cycle de conception. Je disais aussi tout à l'heure que la méthode est peu onéreuse, à part employer les 3 ou les 5 experts. Ensuite, elle aide à repérer plus vite les anomalies, surtout dans l'ergonomie et le design UI. Elle nécessite tout de même une planification minimale et bien entendu, cette méthode est compatible avec d'autres méthodes et outils de design. Alors en fait, pour les puristes de l'UX, cette évaluation a aussi des limites. Par exemple, elle ne permet pas d'analyser l'UX dans sa globalité. Il n'y a pas d'implication des utilisateurs et donc il n'y a aucun retour quant à leur expérience réelle. Comme je le disais juste avant, il y a besoin d'employer des experts qui soient réellement qualifiés en ergonomie informatique. L'obligation aussi, c'est de bien choisir les heuristiques pour détecter les vrais problèmes. Et dans cette analyse, on oublie carrément la dimension émotionnelle, le ressenti utilisateur, car effectivement, on insiste plus sur l'aspect fonctionnel et pratique. Et puis, il y a quelque chose d'important aussi, c'est la subjectivité de l'évaluateur. Et donc, il peut y avoir des biais potentiels. Pour conclure cet épisode, Jakob Nielsen l'a écrit lui-même qu'il est important de pratiquer des évaluations heuristiques et un test utilisateur. Alors, de mon point de vue personnel, je pense que les heuristiques de Jakob Nielsen proposent une évaluation experte d'une interface, mais ça peut être à utiliser dans une phase de prototypage ou post-maquettage d'un site web ou d'une application mobile. Alors que les tests utilisateurs vont permettre de mieux identifier et surtout concrètement les frictions et les difficultés des utilisateurs cibles. Ce sont donc deux sources différentes, mais vraiment qui sont complémentaires. En tout cas, j'espère que cet épisode te servira pour l'évaluation de tes prochaines interfaces. Je te donne rendez-vous dans un prochain épisode de Design Plus. Et pour continuer à écouter le podcast, recevoir les notifications des nouveaux épisodes de la saison 10, alors n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. À bientôt, salut!